10 mars 1945. Île Marianne, océan Pacifique. Le soleil se couche sur les aérodromes américains de Guam, Saipan et Tinian. Sur des pistes s'étirant à travers d'anciens territoires japonais, les équipes au sol effectuent les vérifications finales sur 325 bombardiers Boeing B-29 Super Fortress. Le major général Curtis LeMay, commandant le 21e Bomber Command, a ordonné le changement tactique le plus radical de la guerre du Pacifique. Dans les soutes à bombes, chargées au-delà de leur capacité normale, les équipages chargent des bombes à fragmentation contenant 1520 petites bombes incendiaires M69 par appareil, chacune remplie de napalm qui brûlera à 980 degrés Celsius. L'objectif est stratégique, mais controversé. Le district densément peuplé de Shitamachi à Tokyo, où 750 000 personnes vivent dans des maisons en bois entassées sur seulement 31 km². À 17h35, le premier B-29 argenté décolle du Northfield de Guam. À travers l'obscurité grandissante, le rugissement des moteurs Wright Air 3350 se fait entendre alors que bombardier après bombardier décolle, volant individuellement plutôt qu'en formation, débarrassés de la plupart de leurs armes défensives pour emporter le double de leur charge incendiaire normale. En tête de l'attaque, des avions Pathfinder marqueront la cible avec un X enflammé visible à des kilomètres, suivi par la force principale, larguant leur charge de seulement 1500 à 2100 mètres, une fraction de leur altitude de bombardement prévue. Ce qui suit démontrera la puissance écrasante de la guerre incendiaire américaine et révélera pourquoi les défenses aériennes japonaises, malgré leur détermination, ne purent empêcher le raid aérien le plus significatif de l'histoire. Le Boeing B-29 Super Fortress américain était arrivé dans le théâtre du Pacifique en tant qu'avion le plus technologiquement avancé de la Seconde Guerre mondiale. Ce bombardier révolutionnaire avait nécessité plus de 1 400 000 heures d'ingénierie pour sa conception et représentait un investissement de 3 milliards de dollars, dépassant largement le coût de 1,9 milliard de dollars du projet Manhattan. Le bombardier lourd quadrimoteur incorporait des caractéristiques novatrices, des compartiments d'équipage pressurisés, des tourelles de canon télécommandées et les moteurs à piston les plus puissants jamais installés sur un avion. La fabrication était répartie à travers la nation avec Boeing produisant des bombardiers à Seattle, Renton et Wichita, la Glen L. Martin Company à Omaha et Bell Aircraft Corporation à Marietta, en Géorgie. Chaque B-29 mesurait 30 mètres de longueur avec une envergure de 43 mètres. Propulsé par 4 moteurs Wright Air 3350, duplex Cyclone produisant 2200 chevaux chacun, l'appareil pouvait transporter jusqu'à 9 tonnes de bombes sur un rayon de combat de 2600 km, volant à des altitudes allant jusqu'à 9700 mètres avec une vitesse maximale de 575 km/h. En mars 1945, les usines américaines avaient livré environ 2000 B-29 aux unités de combat, la production s'accélérant vers le total final de 3960 appareils. Cet effort de fabrication massif démontrait les capacités industrielles américaines. La seule usine de Boeing à Wichita produisait 4,2 Super Fortress par jour ouvrables. La 20e Air Force, commandée personnellement par le général Henry Hap Arnold, avait déployé ses bombardiers stratégiques d'abord depuis des bases en Chine à partir de juin 1944, puis depuis les îles Mariannes, nouvellement capturées à partir du 17 novembre 1944. Le 21e Bomber Command opérait 3 escadres de bombardement depuis les Mariannes, la 73e Bombardement Wing et la 313e Bombardement Wing basée sur Saipan et la 314e Bombardement Wing sur Guam. Ces unités pouvaient déployer plus de 300 B-29 pour une seule mission, chaque avion étant maintenu par des équipes au sol, spécialisées travaillant 24 heures sur 24. En contraste frappant se trouvait le système de défense aérienne japonais. Début 1945, l'armée impériale japonaise et la marine opéraient des structures de commandement séparées et non coordonnées avec une communication minimale entre les services. Leur chasseur de nuit principal, le Nakajima-J, un N-Gecko Moonlight, avait été hâtivement converti d'un avion de reconnaissance. Armé de canons jumelés de 20 mm,
type 99 tirant vers le haut à un angle de 30 degrés et d'une autre paire tirant vers le bas, le Gecko pouvait théoriquement attaquer les bombardiers sous des angles inattendus. Cependant, le Japon n'avait produit que 479 de ces appareils durant toute la guerre, beaucoup étant déjà perdus. Le Kawasaki Ki-45 Toryu Dragon Killer servait comme autre option de chasseur de nuit, équipé d'un canon de 37 mm dans le nez et de canons de 20 mm tirant obliquement. Mais seulement 1701 avaient été manufacturés depuis 1941. Sans radar pour l'interception de nuit, ces avions dépendaient des projecteurs et de l'identification visuelle, des tâches presque impossibles contre des bombardiers rapides dans l'obscurité. Les défenses au sol étaient tout aussi inadéquates. Tokyo possédait moins de 500 canons anti-aériens lourds défendant toute la région métropolitaine. Le canon type 99 de 88 mm fournissait la principale défense en haute altitude, tandis que le canon type 98 de 20 mm offrait une protection à courte portée avec un plafond effectif de seulement 3500 mètres. Plus critique encore, le Japon manquait de radars de contrôle de tir pour l'artillerie anti-aérienne, dépendant plutôt de télémètres optiques et de localisateurs sonores qui devenaient inutiles par mauvais temps ou la nuit. Les chiffres racontent une histoire difficile. Alors que l'Amérique pouvait déployer des centaines de B-29 depuis les Mariannes seules, les forces japonaises opéraient peut-être 200 chasseurs de nuit opérationnels à travers les îles principales en mars 1945. Les pénuries de carburant restreignaient les vols d'entraînement, laissant les nouveaux pilotes avec une expérience minimale de vol de nuit. L'essence d'aviation était devenue si rare que de nombreux avions étaient cloués au sol pour préserver le carburant pour les opérations défensives contre l'invasion américaine attendue. Le major général Curtis LeMay avait assumé le commandement du 21e Bomber Command en janvier 1945, héritant d'une campagne de bombardement stratégique qui n'avait pas obtenu de résultats décisifs. Les raids de bombardement de précision précédents à haute altitude depuis 9000 mètres s'étaient avérés inefficaces à cause du jet stream, des vents dépassant 320 km par heure qui dispersaient les bombes à des kilomètres de leur cible prévue. La contrainte sur les moteurs pour monter en altitude avec de lourdes charges de bombes causait des défaillances mécaniques fréquentes, les composants en alliage de magnésium surchauffant au-delà des températures de fonctionnement sûres. La couverture nuageuse obscurcissait les cibles 70% du temps, forçant les bombardiers à dépendre de radars primitifs. Après avoir analysé ces défis opérationnels, LeMay prit une décision révolutionnaire qui transformerait la guerre aérienne contre le Japon. Les nouvelles tactiques étaient radicales, mais logiques. LeMay ordonna que toutes les armes défensives soient retirées, sauf les positions de queue, permettant à chaque B-29 de transporter 7 tonnes d'incendiaires au lieu des 3,5 tonnes d'explosifs classiques. Voler entre 1500 et 2700 mètres éviterait le jet stream, réduirait la contrainte sur les moteurs et améliorerait la précision du bombardement. Les attaques de nuit minimiseraient l'exposition aux chasseurs japonais qui manquaient de radars et de pilotes de chasse de nuit entraînés. Les avions individuels navigueraient par signaux radio Loran, attaquant en un flux continu sur plusieurs heures plutôt qu'en formation concentrée. Les prévisionnistes météorologiques prédirent des conditions idéales pour les 9 et 10 mars. Ciel clair, avec des vents de surface forts qui propageraient les incendies à travers la zone cible. La sélection de la cible révélait la nature stratégique de l'opération. Les planificateurs américains sélectionnèrent des zones où les industries artisanales japonaises produisaient des pièces d'avion, de l'équipement électrique et des instruments de précision dans de petits ateliers intégrés aux zones résidentielles. Les officiers du renseignement avaient consulté des cartes produites par l'Office of Strategic Services, classant les arrondissements de Tokyo par leur densité d'infrastructures, utilisant des documents d'urbanisme japonais d'avant-guerre. La zone sélectionnée, dans le nord-est de Tokyo, incluait les arrondissements d'Asakusa, Honjo et Fukagawa, des quartiers ouvriers avec une densité de population extrêmement élevée, où des familles élargies vivaient dans des structures en bois séparées par des ruelles étroites.
La petite bombe incendiaire M69 représentait une technologie de guerre avancée. Ce tube d'acier hexagonal mesurait 7,6 cm de diamètre et 51 cm de long, pesant 2,7 kg. Contrairement aux conceptions antérieures au thermite ou au magnésium qui brûlaient plus chaud mais pouvaient être éteintes, le M69 utilisait du napalm, de l'essence gélifiée développée par Standard Oil et des scientifiques de l'université Harvard. Largué dans des clusters E-46 inflammables de 38 petites bombes qui se séparaient à 600 mètres d'altitude, chaque M69 déployait un ruban de coton pour orienter son fusée vers le bas. À l'impact, une fusée à retardement brûlait pendant 3 à 5 secondes avant qu'une charge de phosphore blanc ne s'enflamme, dispersant du napalm enflammé jusqu'à 30 mètres dans de multiples directions. L'action retardée assurait que l'arme serait couchée sur le côté quand elle détonnerait, maximisant la propagation du matériel incendiaire à travers les bâtiments. Les tests au Dugway Proving Ground dans l'Utah avaient prouvé l'efficacité du M69 contre des répliques de structures résidentielles japonaises. L'arme créait de multiples points d'ignition sur de vastes zones avec du napalm qui adhérait aux surfaces et résistait aux efforts de lutte contre l'incendie à base d'eau. Un seul B-29 transportait 40 bombes à fragmentation contenant 1520 petites bombes individuelles, 279 bombardiers atteignant finalement la cible sur les 325 lancés. L'opération Meeting House déposerait environ 424 000 petites bombes incendiaires sur Tokyo, créant une concentration sans précédent de dispositifs incendiaires. Les planificateurs américains calculèrent que cette densité créerait une conflagration auto-entretenue où des incendies séparés fusionneraient, générant de puissants courants de vent qui propageraient l'incendie au-delà de la zone d'impact initiale. Le premier B-29 décolla de Guam juste après 17h30 le 9 mars, piloté par le commandant de la mission, le brigadier général Thomas Sarsfield Power de la 314e Bombardment Wing. Au cours des heures suivantes, les bombardiers décollèrent à intervalles de 50 secondes depuis 3 bases insulaires. Le trajet aller-retour de 14 heures testerait à la fois les hommes et les machines à leurs limites opérationnelles. Les équipages volaient en tenue de vol légère au lieu de combinaisons lourdes, profitant des températures plus chaudes aux basses altitudes. Sans le poids des canons, des artilleurs et des munitions, les B-29 montaient efficacement, conservant du carburant pendant le voyage de 2400 km vers le Japon. Alors qu'ils approchèrent de la côte japonaise, le pic enneigé du mont Fuji servit de point de repère de navigation important. Les sirènes de raid aérien sonnèrent à Tokyo vers 22h30, bien que la plupart des habitants restèrent initialement dans leur maison. Les raids précédents à haute altitude avaient causé des dégâts limités, créant une complaisance généralisée. Les préparations de défense civile de Tokyo se révélèrent inadéquates pour ce qui approchait. La ville n'avait que 18 abris anti-aériens en béton capables de protéger 90 000 personnes sur 4,3 millions d'habitants. La plupart des familles dépendaient de bugots, des tranchées peu profondes couvertes de planches ou de simples abris creusés qui offraient une protection minimale contre les incendiaires. Les 8000 pompiers de la ville possédaient principalement des pompes manuelles et des chaînes de seaux conçues pour les urgences en temps de paix. Les associations de quartier avaient organisé des groupes de lutte contre l'incendie civil, consistant principalement en résidents âgés, femmes et adolescents équipés de seaux de sable et de conteneurs d'eau. Les premiers B-29 Pathfinder arrivèrent au-dessus de Tokyo à minuit 8 le 10 mars, approchant de différentes directions pour marquer la zone cible. Volant à seulement 1500 mètres, ils larguèrent des bombes au napalm M47 qui créèrent immédiatement des marqueurs de feu visibles, formant un énorme X enflammé. La force principale arriva quelques minutes plus tard, les bombardiers visant le marqueur illuminé. Les conditions météorologiques s'avérèrent significatives pour l'opération. Visibilité claire avec des vents de surface entre 27 et 45 km par heure, bien que des rafales atteignirent jusqu'à 72 km par heure. Alors que les clusters M69 se séparaient et descendaient, les observateurs les décrivirent comme des objets métalliques scintillant dans la lumière des incendies.
une vision qui précéda une destruction urbaine sans précédent. En quelques minutes, des milliers d'incendies individuels éclatèrent à travers la zone cible. Les vents forts propagèrent rapidement les flammes d'un bâtiment à l'autre, fusionnant des brasiers séparés en une conflagration massive. Les températures au niveau du sol dépassèrent 980 degrés Celsius, suffisant pour faire fondre le verre et les infrastructures métalliques. L'air surchauffé créa de puissants courants ascendants, générant des tourbillons de vent intenses qui soulevèrent des débris hauts dans le ciel. Les rues devinrent impraticables, alors que l'asphalte s'enflammait et que les bâtiments en bois s'effondraient sous la chaleur extrême. Le bruit de l'incendie couvrit tous les autres sons, tandis que la fumée et la chaleur réduisaient la visibilité à quelques mètres seulement. Yoshiko Hashimoto, 24 ans, était à la maison dans le district Sumida de Tokyo avec son bébé de 13 mois quand l'attaque commença. Son mari, un officier de l'armée, était de garde de l'autre côté de la ville. Elle fournira plus tard son témoignage pour les archives historiques. Les B-29 larguaient de nombreuses bombes incendiaires, et cela ressemblait à une forte pluie. J'étais stupéfaite de voir l'intensité du raid aérien. Je n'en avais jamais vu auparavant. Alors que les incendies se propageaient rapidement, Yoshiko s'enfuit avec ses parents, son bébé et ses sœurs à travers des rues remplies de résidents évacuants. Les ruelles étroites de Shitamachi devinrent extrêmement dangereuses, alors que des milliers de personnes tentaient de s'échapper simultanément. Des parents furent séparés de leurs enfants dans la confusion. Des résidents âgés qui tombaient étaient incapables de continuer. Les brigades de pompiers abandonnèrent leur équipement quand les températures rendirent impossible d'approcher les flammes. À la rivière Sumida, Yoshiko fut témoin de scènes de chaos. Des débris enflammés tombaient autour de nous et le vent s'intensifiait. Des matériaux en feu, des enseignes, des portes en bois et des objets ménagers étaient en l'air. Les entrepôts sur les deux rives étaient engloutis par les flammes. Son père la poussa, elle et le bébé, dans l'eau, une action qui sauva leur vie, mais sa mère périt ainsi que le père et la sœur de Yoshiko, Etsuko. À travers le district en flammes, des tragédies similaires se produisirent à répétition. Ceux qui entrèrent dans les canaux firent face à des températures d'eau extrêmes. D'autres furent submergés dans la ruée, alors que des milliers de personnes tentaient d'atteindre l'eau simultanément. Les vents de la conflagration étaient assez puissants pour déplacer les personnes sur des distances significatives, certaines étant retrouvées loin de leurs emplacements d'origine. Les postes de police, les hôpitaux et les centres d'évacuation désignés furent entourés par les flammes. À l'école élémentaire Kikukawa, un abri désigné, les enquêteurs trouvèrent plus tard seulement des objets métalliques et des restes parmi les cendres, où des centaines de personnes avaient cherché la sécurité. Des temples bouddhistes qui existaient depuis des siècles furent détruits avec ceux qui y avaient cherché refuge. Les conditions extrêmes créées par l'incendie signifiaient que même ceux dans les abris faisaient face à de sévères défis à cause de la chaleur et de la fumée. L'air surchauffé causa de graves dommages respiratoires à ceux exposés même brièvement. Suite au raid, les estimations des victimes varièrent significativement parmi différentes autorités. L'United States Strategic Bombing Survey calcula 87 793 morts et 40 918 blessés. Le département de police métropolitaine de Tokyo rapporta 83 793 morts et 40 918 blessés. Le département des pompiers de Tokyo estima 97 000 tués et 125 000 blessés. Le consensus historique indique que plus de 100 000 personnes moururent, dépassant les victimes immédiates de l'un ou l'autre bombardement atomique. L'attaque détruisit 267 160 et 11 bâtiments sur 41 km², éliminant 25% des structures de Tokyo. Plus d'1 million de survivants perdirent leur maison. L'impact industriel fut sévère. Plus de la moitié de la fabrication de Tokyo se produisait dans de petits ateliers au sein de zones résidentielles. Et leur destruction impacta significativement la production de matériel de guerre essentiel. Des milliers de travailleurs qualifiés furent perdus ou déplacés de la ville. Les pertes américaines furent comparativement minimes. 14 B-29 ne revinrent pas, avec 96 aviateurs listés comme tués ou disparus. Plusieurs bombardiers rencontrèrent de sévères turbulences à cause des courants ascendants thermiques créés par les incendies, causant une perte de contrôle.
D'autres reçurent des dégâts anti-aériens pendant leur passage à basse altitude, bien que les artilleurs japonais aient eu du mal à suivre les avions à de telles altitudes inhabituelles. Les membres d'équipage rapportèrent plus tard avoir détecté de la fumée même à leur altitude opérationnelle. Les équipages, qui avaient initialement questionné les tactiques de Lemay, furent rendus sobres par l'échelle et l'impact de l'opération. Le général Lemay réfléchit plus tard aux implications morales. « Je suppose que si j'avais perdu la guerre, j'aurais été jugé comme criminel de guerre. » Le général Arnold envoya ses félicitations. « Cela montre que vos équipages ont du cran pour n'importe quoi. » L'impact de l'opération influença immédiatement la stratégie américaine. En 10 jours, des raids similaires frappèrent Nagoya, Osaka et Kobe, affectant les 4 plus grandes villes du Japon. La campagne fit ensuite pause seulement parce que le 21e Bomber Command avait épuisé son stock de bombes incendiaires. La production augmenta immédiatement, les usines américaines priorisant la fabrication de M69. Le contraste entre les capacités américaines et japonaises avait atteint sa disparité maximale. Alors que les États-Unis pouvaient remplacer les B-29 perdus en quelques semaines, le Japon ne pouvait pas reconstruire ses zones urbaines détruites ou remplacer les travailleurs perdus. La production industrielle américaine dépassait celle du Japon par un facteur de 10. Alors que les avantages techniques rendaient chaque arme américaine significativement plus efficace, le coût du programme B-29 de 3 milliards de dollars dépassait le budget militaire entier du Japon pour 1945. Alors que l'Amérique produisait 50 000 tonnes de bombes incendiaires mensuellement à mi-1945, le Japon luttait pour maintenir les fournitures de munitions de base. La nature méthodique des opérations américaines reflétait une approche scientifique de la guerre. Le Chemical Warfare Service avait construit des répliques détaillées de quartiers japonais au Dugway Proving Ground utilisant des plans architecturaux d'avant-guerre. La Standard Oil Development Company créa le napalm à travers des recherches chimiques approfondies. Harvard et l'Université de Chicago contribuèrent avec des études analytiques sur les modèles de propagation du feu. Cette intégration de la recherche scientifique avec les opérations militaires contrastait avec la doctrine militaire japonaise qui mettait l'accent sur les valeurs traditionnelles plutôt que sur les considérations matérielles, une approche qui s'avéra inadéquate contre les méthodes de guerre modernes. L'incapacité du Japon à développer des contre-mesures efficaces démontra des limitations stratégiques. Malgré le raid préliminaire du 25 février qui avait détruit 28 000 bâtiments, les autorités firent des améliorations minimales aux défenses incendiaires. Les propositions pour créer des coupe-feux en démolissant des bâtiments ne furent pas mises en œuvre. Les plans d'évacuation restèrent largement théoriques. Les autorités militaires insistèrent pour que les civils maintiennent leur position, même si le renseignement indiquait que des raids incendiaires massifs étaient planifiés. Cette situation résulta d'échecs de coordination interservices et de contraintes de leadership. L'efficacité limitée des forces de chasseurs de nuit japonais exposa la disparité technique. Des pilotes comme le lieutenant Sachio Endo obtinrent des succès individuels. Il fut crédité de 8 interceptions de B-29, mais c'étaient des cas exceptionnels. La plupart des pilotes de chasseurs de nuit ne pouvaient pas localiser les cibles dans l'obscurité, surtout une fois que la fumée obscurcissait la visibilité. Sans radar aéroporté, les pilotes dépendaient de contrôleurs au sol, utilisant la détection acoustique, des méthodes qui devenaient inefficaces une fois les incendies démarrés. Les quelques pilotes qui interceptèrent des B-29 trouvèrent que leurs canons de 20 mm étaient souvent insuffisants contre la construction robuste des bombardiers, à moins d'obtenir des coups critiques sur les moteurs ou les systèmes de carburant. Certains pilotes tentèrent des attaques par éperonnage, se sacrifiant pour des victoires sur des bombardiers uniques. Le département des pompiers de Tokyo exemplifia les limitations infrastructurelles du Japon. La ville opérait 286 camions de pompiers, principalement des unités de pompe manuelles nécessitant de multiples opérateurs. La pression d'eau était insuffisante pour la lutte contre les incendies à grande échelle, tandis que les dommages aux infrastructures compromirent le système de distribution d'eau. Les procédures du département des pompiers mettaient l'accent sur la protection de structures individuelles par des méthodes traditionnelles, des approches inadéquates contre des milliers de points d'ignition simultanés.
Quand la conflagration commença, la plupart des compagnies de pompiers furent rapidement submergées, leur équipement détruit et le personnel forcé d'évacuer. L'impact psychologique sur les survivants fut profond et durable. Beaucoup décrivirent avoir senti que les systèmes de protection traditionnels avaient échoué. Les réfugiés quittant Tokyo répandirent des récits à travers le Japon, leurs expériences contredisant l'information officielle sur la situation de la guerre. La présence des travailleurs dans les usines déclina significativement alors que les civils perdaient de confiance. Le terme « raid aérien de routine » entra dans l'usage commun alors que les villes étaient systématiquement ciblées. En août 1945, 66 villes japonaises avaient connu des attaques incendiaires majeures, une grande partie du Japon urbain étant sévèrement endommagée avant que les bombardements atomiques n'aient lieu. Le succès de l'opération influença la planification américaine pour l'opération Downfall, l'invasion planifiée du Japon. Les planificateurs militaires calculèrent que les raids incendiaires continus élimineraient la capacité industrielle restante d'octobre. Le Mai croyait que le bombardement stratégique seul pourrait contraindre à la reddition sans nécessité d'invasion. Les estimations du Joint Chiefs of Staff indiquèrent que le bombardement conventionnel avait déjà causé environ 900 000 victimes civiles et en causerait des millions d'autres si le conflit continuait. Ces évaluations influencèrent la décision du président Truman concernant les armes atomiques, les voyant non pas comme des alternatives au bombardement conventionnel, mais comme des armes psychologiquement potentiellement décisives. La dimension humaine transcenda les frontières nationales. Les équipages aériens américains portèrent des fardeaux psychologiques pendant des années, traitant leur rôle dans l'opération malgré le contexte de guerre. Richard Bale, du 9th Bombardment Group, pouvait observer les incendies clairement depuis son avion, une image qui resta avec lui. Les survivants japonais vécurent avec des effets physiques et émotionnels durables. Des familles des deux côtés subirent des pertes irremplaçables qui affectèrent de multiples générations. Le raid créa de nombreux orphelins et veuves, submergeant les systèmes de soutien social et contribuant aux défis d'après-guerre. Les efforts de rétablissement révélèrent la nature complète de la destruction. Les installations médicales dans la zone cible furent éliminées avec les institutions éducatives, les bâtiments religieux et les centres administratifs. Le matin du 10 mars révéla un paysage transformé là où le Tokyo oriental avait existé. Seules les structures en béton et briques restaient debout sur des kilomètres de terrain couverts de cendres. Les survivants cherchèrent à travers des zones méconnaissables des points de repère qui n'existaient plus. Les équipes de rétablissement nécessitèrent de l'équipement lourd pour dégager les zones. De nombreuses victimes ne purent être identifiées. Les services funéraires de masse continuèrent pendant des semaines. Les voies navigables restèrent bloquées par des débris pendant de longues périodes. L'impact industriel dépassa les projections initiales. Les districts orientaux de Tokyo contenaient des milliers de petits ateliers où des familles produisaient des composants spécialisés, des instruments de précision, des composants électriques, des raccords mécaniques. Leur élimination perturba les chaînes d'approvisionnement soutenant les grandes usines. La perte d'artisans expérimentés, de machinistes et de spécialistes techniques qui nécessitaient des années de formation s'avéra irremplaçable. La productivité des travailleurs dans les installations survivantes déclina alors que les employés traitaient les pertes personnelles, les défis de logement et le moral diminué. L'expansion de la campagne procéda systématiquement après le réapprovisionnement des fournitures incendiaires. Les opérations reprirent en mai avec des techniques raffinées atteignant une plus grande efficacité. En juillet, les B-29 distribuaient des tracts d'avertissement avant les raids, informant les civils quelles villes seraient ciblées ensuite. Les opérations psychologiques démontrèrent une supériorité aérienne complète. Ces missions devinrent des opérations de routine, certaines rencontrant une opposition minimale. Les capacités défensives japonaises s'affaiblirent progressivement alors que les pilotes expérimentés étaient perdus, les munitions épuisées et les systèmes de défense civile s'effondraient. Les considérations juridiques internationales restent des sujets de débat historiques. La Convention de La Haye de 1907 abordait le bombardement de villes non défendues, mais les interprétations de défendus et de cibles militaires s'avérèrent complexes.
Les tribunaux d'après-guerre poursuivirent certains dirigeants pour le ciblage de civils, mais n'adressèrent pas les campagnes de bombardement alliées. Le précédent établit que la nécessité militaire pouvait justifier les impacts sur les zones civiles, influença le développement ultérieur du droit humanitaire international malgré les avancées dans la technologie des armes de précision. Le rôle des conditions météorologiques dans l'amplification des effets des opérations démontra l'utilisation par les Américains des facteurs environnementaux. Le raid des 9 à 10 mars fut délibérément programmé pour des vents forts prédits suivant une période sèche. Les météorologues analysèrent extensivement les modèles météorologiques japonais, identifiant les conditions optimales pour la propagation du feu. Les vitesses de vent variables, cette nuit-là, entre 27 et 72 km par heure, selon l'emplacement, dépassèrent certaines prédictions. Cette intégration de la science météorologique avec la planification militaire exemplifia les approches opérationnelles américaines. Les équipages individuels de B-29 vécurent la mission différemment de ce que les planificateurs avaient anticipé. Beaucoup furent affectés en observant l'échelle de la destruction en dessous. Les membres d'équipage rapportèrent que la fumée et les perturbations atmosphériques étaient détectables aux altitudes opérationnelles. Les pilotes manœuvrèrent les avions à travers de sévères turbulences créées par les conditions thermiques. Certains membres d'équipage demandèrent plus tard des affectations différentes, luttant pour concilier leur participation avec leurs valeurs personnelles. D'autres se concentrèrent sur l'objectif stratégique de terminer le conflit rapidement. La réponse militaire japonaise révéla des limitations de commandement et contrôle. Les unités antiaériennes engagèrent continuellement, mais obtinrent un succès limité dans l'obscurité et la fumée. Les escadrons de chasse lancèrent 90 sorties, mais accomplirent des interceptions éparses. Le leadership du département des pompiers reçut une alerte insuffisante sur l'échelle du raid. Les autorités militaires priorisèrent la protection des installations gouvernementales et militaires pendant que les zones civiles brûlaient. Les communications échouèrent alors que les infrastructures étaient détruites et que les messagers ne pouvaient traverser les zones affectées. La mémorialisation d'après-guerre reflète des perspectives historiques évolutives. Contrairement à Hiroshima et Nagasaki, qui gagnèrent une reconnaissance internationale, le bombardement incendiaire de Tokyo resta moins connu en dehors du Japon. Les survivants plaidèrent pendant des décennies pour que leurs expériences soient documentées. Katsumoto Saotome, lui-même survivant, établit le Center of the Tokyo Raids and War Damage, préservant des témoignages qui auraient autrement pu être perdus. Le défi de commémorer les pertes civiles tout en reconnaissant le contexte historique créa des narratives mémorielles complexes. Les stratèges militaires contemporains étudient l'opération Meeting House pour des aperçus sur les capacités et limitations de la puissance aérienne. Le raid démontra que la destruction urbaine seule ne garantit pas une reddition immédiate. Le Japon continua la résistance pendant 5 mois de plus. Il prouva que les avantages techniques peuvent surmonter les défis géographiques, mais montra que distinguer entre les cibles militaires et civiles devient extrêmement difficile dans la guerre moderne. L'évolution du bombardement de précision au bombardement de zone révéla la dynamique d'escalade dans la guerre totale. Le 21e Bomber Command tenta initialement des frappes de précision suivant la doctrine établie. Quand celles-ci s'avérèrent inefficaces, Lemay passa à des attaques incendiaires de zone qui étaient opérationnellement plus simples et plus impactantes. Cette progression se produisit à travers des décisions opérationnelles plutôt que des changements de politique explicites. En mars 1945, les attaques de zones urbaines étaient devenues routinières avec la sélection de cibles basées sur la densité de population et la distribution industrielle plutôt que sur des installations militaires spécifiques. Les témoignages des survivants documentent un traumatisme durable. Beaucoup subirent des effets psychologiques persistants des décennies plus tard. Les enfants séparés de leur famille n'apprirent souvent jamais le sort de leurs proches. Le témoignage de Yoshiko Hashimoto reste dans les archives historiques. Le souvenir de cette nuit ne me quitte jamais. Ma mère, mon père et ma sœur sont morts tandis que mon bébé et moi avons survécu. Je pense à eux tous les jours. La structure sociale du Tokyo ouvrier fut fondamentalement altérée. Les familles élargies se dispersèrent. Les entreprises traditionnelles furent éliminées.
Les réseaux de voisinage qui existaient depuis des générations disparurent du jour au lendemain. L'évaluation ultime de l'opération Meeting House implique son rôle dans la fin de la guerre. Alors que les historiens débattent si le bombardement stratégique seul aurait pu contraindre à la reddition, les raids accélérèrent clairement l'effondrement militaire du Japon. La destruction urbaine systématique créa des conditions où la résistance continue devint de plus en plus difficile. L'empereur Hirohito référa plus tard aux campagnes de bombardement et à la situation domestique comme facteur dans la décision de reddition. Les 100 000 qui moururent à Tokyo contribuèrent à terminer un conflit que l'invasion aurait pu prolonger, causant potentiellement des millions de victimes supplémentaires. Un calcul qui offre peu de réconfort aux survivants, mais influença les décisions stratégiques. L'histoire de l'opération Meeting House illustre l'évolution de la guerre d'engagement militaire limitée à des conflits sociétaux complets. Des zones résidentielles construites sur des générations furent détruites en heures par des armes manufacturées à des milliers de kilomètres. Le conflit qui commença avec l'expansion territoriale se termina avec la technologie avancée affectant les populations civiles qui avaient une implication militaire directe minimale. La disparité entre les B-29 transportant des incendiaires sophistiqués et les défenseurs japonais équipés d'outils de lutte contre l'incendie basique illustra l'importance décisive des capacités industrielles et techniques. L'ironie historique reste que l'impact de cette opération fut éclipsé par les bombardements atomiques. 5 mois plus tard, les plus grandes victimes immédiates du 10 mars devinrent moins prominentes comparées à la nature unique des armes nucléaires, permettant aux bombardements conventionnels de recevoir moins d'examens. Cette perspective historique permit le développement continu d'armes conventionnelles à effet de zone, diverses armes incendiaires dans les conflits subséquents sans la prohibition associée aux armes nucléaires. Les statistiques fournissent seulement une compréhension partielle. 325 B-29 lancés, 279 atteignant la cible, 1 665 tonnes d'incendiaires largués, 41 km² affectés, 267 171 bâtiments détruits, 100 000 victimes, 1 million de déplacés. Derrière chaque nombre se trouvaient des individus, des membres d'équipages aériens américains exécutant des ordres militaires, des familles japonaises dans des zones résidentielles, des enfants séparés de parents, des survivants traitant avec des pertes profondes. L'opération Meeting House reste le raid aérien le plus destructeur de l'histoire, servant non pas comme un accomplissement militaire, mais comme un rappel sobre de la capacité de destruction de la guerre moderne, où les objectifs stratégiques peuvent justifier un impact civil étendu et des populations entières devenir affectées par un conflit à l'échelle industrielle.